Je vais glisser un petit mot concernant la remise à l'eau des Wallanish. Hein? Si on fait tous les efforts qu'on fait, mais que tout le monde conserve tous ses poissons, ça aide pas les choses. Nous, les 2 poissons qu'on a pris, il y en a une qui n'a pas été remise à l'eau. Mon frère est reparti avec parce qu'elle avait avalé le poisson nageur dans le fond de la gorge. On a essayé, il n'y a rien qu'on pouvait faire. La deuxième, je l'ai remis à l'eau à côté du pont de fer dans la rivière sauvage. Il y a peut-être un chanceux qui va la recapturer demain, ça fait déjà quelques jours. Mais une chose, il y a Pierre Ouellette qui m'a envoyé un document dans les derniers jours. Par manque de temps, je n'ai pas pu passer au travers comme il faut. Il expliquait là-dedans qu'une des données bien importantes pour le saumon ou la Wallanish, c'est le temps hors de l'eau. Si on veut remettre notre poisson à l'eau avec un taux de succès intéressant, parce que sinon, c'est pas le fun. Hein, si on prend trop de temps, ce poisson-là risque de mourir. À ce compte-là, on aurait aussi bien de la garder, sauf s'il était trop petit. Fait qu'il faut avoir idéalement nos pinces à un endroit qu'on sait qu'ils sont là, qu'on ne les cherchera pas. Si on veut prendre une photo, l'appareil photo, il ne faut pas commencer à le chercher dans un sac partout. Lui aussi, il faut qu'il soit prêt. Fait que c'est une opération qui peut se faire en quelques secondes. La Wallanish est repartie à l'eau. Puis on va aller faire des petits, puis qui feront ensuite des belles grosses Wallanish. J'ai parlé tantôt qu'on avait un invité spécial que je suis bien content d'avoir avec nous aujourd'hui. Nicolas guide les salmonidés sur le lac Memphremagog et aussi l'Achigan sur le lac Messaouipi et le lac Petit Magog. Hein? Je t'invite à te joindre à moi, Nicolas. Merci d'être venu partager tes idées, ta passion et tes connaissances avec nous. Première des choses, Nicolas, je suis curieux, tu me parles depuis le début de la saison. Comment ça se passe pour toi sur le lac Memphremagog avec tes clients? J'ai un début de saison qui est assez, comment je peux dire, incroyable. Là. Ça va super bien. On a une saison un peu tardive, mais tu sais, ce qui peut aider quand tu t'ajustes aux bonnes conditions. Là. Mais comme je te disais tantôt, j'ai quand même pas pêché si longtemps pour faire des quotas et tout ça. Et quand je dis quotas, c'est pas quotas, on les garde tout le temps. Bien souvent, quotas, dès qu'on a des poissons légaux, ça prend 60 cm. Et quand on fait de la remise à l'eau, quand les 4 poissons légaux, par exemple, que j'ai 2 clients sont faits, moi je lâche les poissons. C'est un peu le respect du plan d'eau et tout ça. J'essaie de conscientiser le monde avec ça. Mais pour revenir à ta question, oui, ça va super bien. Un beau début de saison qui a été un petit peu inquiétant, avec la glace qui était encore là à l'ouverture puis qui limitait nos pêches sur les secteurs que je prise à l'ouverture. Puis toi, Nicolas, ce que tu m'expliquais, c'est qu'en début de saison comme ça, tu cibles beaucoup plus la truite grise, qui est un poisson d'eau froide. Donc quand Nicolas parlait de limites de prise puis de poissons remis à l'eau aussi, on parle de truite grise. Juste par curiosité, en moyenne, les grises que les pêcheurs qui vont avec toi prennent, on parle de quelle taille? Écoute, je te dirais qu'au Memphremagog, quand tu as un 7-8 livres, tu es dans la moyenne. Mais, écoute, du poisson de 20-25, j'en ai vu, mais c'est plus rare. Il y a beaucoup de petits poissons. Quand on parle de poissons légal conservé, on joue dans le 7-8. Une excellente moyenne de poissons, hein, pour un lac du Sud, vraiment. Là, on est ici de parler de Wallanish. OK? Il y a une période que tu considères le pic pour pêcher la Wallanish. Hein? On parle du mois de juin. Hein? Question de température d'eau, entre autres, j'imagine? Bien, tantôt, tu parlais de 55. Nous, ce qu'on vit sur Memphremagog, c'est plus quand l'eau arrive à 60. Et c'est pas pour contredire ce que tu dis, parce qu'on a une partie du lac qui est à Newport, aux États-Unis, qui est la majeure partie des Wallanish, ils partent de là. Fait que oui, probablement que l'activité du poisson sont on, comme on dit, à 55. Et il y a une autre vague d'éperlans qui descend. Mais c'est quand nous, on les reçoit, mais l'eau, nous, le temps que ça descend, on est à 60. On est habitué que nos Wallanish s'activent environ à ça. Mais c'est vraiment le point des visées à ce temps-là de l'année, c'est que avant ça, moi, tu perds ton temps un peu quand tu as de la grise qui est là. Si tu n'as rien d'autre à faire, c'est fine, mais quand tu as de la grise qui est active, qui est en feu, qui est après l'éperlant, first, elle tasse le poisson. Parce que, tu sais, j'ai confiance que les Wallanish, ils mangent aussi, mais la grise de poisson qui est quand même très agressive, qui est de la taille beaucoup plus grosse qu'exemple les Wallanish, arc-en-ciel. Et quand il prend
l'espace, là, les autres ils passent en deuxième, puis l'expérience, puis le temps passé là confirme ce que je pense. À fin mai, quand les grises débarquent, les secteurs printaniers, les plateaux de sable moins profonds, t'as un petit temps mort, après ça, c'est la niche qui embarque. C'est des remarques que j'ai faites, mais oui, en juin. Donc, juin, le bon mois, quand l'eau s'est réchauffée, puis comme tu expliquais, question de migration aussi. Quand tu pêches avec tes clients au mois de juin, es-tu plus traîne ou jig? Je suis quelqu'un qui prône beaucoup la traîne quand je guide. J'aime beaucoup guider, beaucoup jiguer aussi. Mais souvent, c'est que sur un groupe de 4 personnes, tu as peut-être des moins habitués qui vont moins apprécier leur expérience. Moi, je les amène à la traîne. C'est moi qui gère un peu la patente. Puis quand ça mord, c'est chacun leur tour. Ils ont du fun, ils prennent une bière tranquille. À jig, t'en as deux qui prennent du poisson, les deux autres font la baboune. Ça dépend. Mais moi, c'est de s'ajuster aussi aux clients. Il y en a qui veulent rien savoir d'autre que jiguer. Ils n'aiment pas la traîne. Mais moi, personnellement, je traîne all the way, en juin surtout. OK. Là, on parle de pêche à la traîne. Peux-tu m'expliquer un petit peu les leurres que tu utilises? Mettons qu'on a un groupe de 4 pêcheurs qui est avec toi à la Wallanish au mois de juin. Comment tu vas travailler ça, là, les techniques, les leurres, tes montages, en fin de compte? La raison primaire pourquoi que je prends la traîne, c'est que la Wallanish, c'est un poisson qui est imprévisible. Tu sais, je me suis jamais attardé à... J'ai jamais en fait trouvé une structure à Wallanish. C'est un saumon, hein, ça court après la bouffe. Tu peux pas dire, j'ai un beau flanc de roche, là, je fais de la Wallanish. Ils sont partout, ils bougent vite. Fait que quand tu veux les jiguer, tu parlais tantôt qu'on les jig, mais souvent c'est plus tard en saison, pour ma part de ce que j'ai vu. Quand ils vont coller, oui, plus de structure, parce que maintenant, ils deviennent, tu ne veux pas gaver, ils sont pleins, ils courent moins après la bouffe. Fait qu'un coup, ils sont moins en mode chasse, et oui, ils ne resteront pas dans le néant, ils vont les coller quelque part, mais s'ils sont actifs, comme dans le mois de juin, ils bougent tout le temps. Tu peux les prendre là, puis une heure, même pas 20 minutes après, tu les prends 500 pieds plus loin. Fait que c'est de s'ajuster en constant changement. D'où l'importance que je vais pêcher avec des flashers, comme on appelle. C'est un attracteur qui fait en sorte que ton fiche il va coller ton bateau. Peu importe, ça a environ un diamètre, selon les études, de 100 pieds de portée chaque côté. Fait que tu as moins l'inquiétude d'être sur le poisson, tu l'attires à ton bateau. Mais par contre, c'est pas parce que tu les attires qu'ils sautent sur ta mouche qui traîne en arrière. C'est l'importance d'avoir un ou deux attracteurs. Moi, j'en ai deux qui rentrent sur les downriggers à des profondeurs différentes, des distances différentes en arrière du bateau. Le leader, c'est tout du fine-tuning, comme j'appelle, que tu vas gagner à force de passer du temps là. Et les couleurs aussi, avec la teinte de l'eau ici, je suis pas habitué encore, de l'eau pas sale, mais cuivrée comme ici, là, c'est des couleurs différentes. Puis l'important, quand tu as des flashers, c'est de comprendre aussi que c'est pas tous les poissons, quand ils rentrent au flasher, qui vont mordre dessus. Fait que quand tu te mets des lignes aussi à surface, plus loin, avec des mouches, free, qui sont vraiment plus... comme présentation, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup moins stressant pour un poisson. C'est l'importance de varier aussi, la distance. C'est de l'ajustement constant à mon année. C'est dur de dire... Puis je vous dirais, hein, faites ça, puis ils ont dit, ça marche pas, voyons donc. Ça marchait hier, puis ça marchait hier à 8 h, à 9 h, c'est plus ça. Puis il faut tout le temps que tu sois là, puis c'est le secret de la Wallanish, il faut que tu sois là. Faut pas que tu ailles à la pêche pour relaxer. Dans le fond, ce que je comprends, 2 downriggers à l'eau, 2 profondeurs différentes avec des flashers. Après ça, tu as 2 lignes en surface. Tu m'expliquais que tu vas mettre des streamers ou des petits poissons nageurs, hein, c'est ça, je crois, montés avec du monofilament. Puis, si tu ne cherches pas des structures sur ton lac, ça pourrait être un lac que tu ne connais pas, tu arrives sur l'eau, puis tu veux faire de la Wallanish, explique aux gens ce que tu cherches. Ben, on cherche les bancs de poissons à pas, comme on appelle. J'ai toujours plus concentré mes efforts à comprendre le mouvement du bait avant de comprendre la Wallanish, parce que c'est ce qu'elle fait aussi, elle suit le bait. Fait que si tu comprends ce que les éperlants font, peu importe ce qu'ils s'y nourrissent, tu vas finir par trouver un pattern, comme on appelle. Tu vas être capable de suivre ton poisson.
Écoute, comme tu me parlais tantôt, les oiseaux dans le ciel, c'est un bon signe indicateur. Tu sais, si tu pêches, exemple, au Memphremagog, ici, j'imagine que c'est le même phénomène. Là, tu sais, les mouettes, quand il y a un banc d'éperlans qui est à surface, la première des choses, il y a une raison. Là, normalement, tu sais, ça fuit un peu la lumière, c'est pas tendance à se tenir des vagues de bateaux et tout ça. Mais il y a une raison souvent, c'est que les Wananiche, les poissons prédateurs, ils poussent par en dessous. Ils sont là par peur, ils n'ont plus personne, ils n'ont plus de place à aller. C'est là que tu vas voir des indices que quand les oiseaux plongent, il y a quelque chose qui mange en dessous. Puis les Wananiche, c'est des poissons qui sont opportunistes. Quand ça passe, ils vont se gaver, mais maintenant, ils sont pleins. Ça ne dure pas longtemps. Si vous pêchez, il ne se passe rien, vous voyez les mouettes au loin, gênez-vous pas pour lever les cannes, monter au gaz en 2 minutes au plus vite, t'éteins les cannes, puis ça presse. Des fois ça dure 20 minutes, des fois ça dure 1 heure, tu sais jamais à quoi t'attendre, c'est de l'ajustement constant. Plus tu as d'équipements comme le Garmin, Panoptix qu'on a essayé, c'est un nouvel outil dans le monde de la pêche qui va, selon moi, changer bien les affaires. Ça peut quasiment être dangereux pour ceux qui veulent exagérer. Tu peux voir en temps réel, quasiment comme si tu nageais avec eux. Fait que, on voyait, tantôt on a fait des tests, on a aligné la sonde vers le derrière du bateau, on voyait les plombs, on pêchait au flasher justement. Donc tu voyais le plomb, tu voyais la pince, tu voyais le flasher avec un petit peu le vue pâle parce qu'il est plus derrière le bateau. Et les poissons qui venaient voir, peu importe d'où ils arrivaient, à droite, à gauche, tu savais d'où ils rentraient, tu savais à quelle vitesse ils rentraient. C'est fou, là. Si tu observes ça et tu es attentif aux détails que tu vas trouver avec le Panoptix, tu augmentes ton apprentissage fois 20. C'est une économie de temps incroyable. J'ai bien hâte que Dan me convertisse à Garmin. J'ai pas encore cette technologie-là, mais il est en train, là, ça s'en vient. On pourrait parler un petit peu plus des flashers pour le fun, pour des gens qui sont moins familiers avec ce genre de pêche-là. Il y a différentes grosseurs de flashers. J'ai hâte aussi d'être rendu là. OK. C'est ça, il y a différentes grosseurs de flashers. Tu as parlé de distance aussi entre la mouche et le flasher. Tu as une question de vitesse de traîne. Peux-tu donner un petit peu plus d'indications comment tu travailles pour quelqu'un, mettons, qui se procure ça, des flashers, puis il ne sait pas trop comment travailler avec ça, là. Puis, en fin de compte aussi, c'est quoi que ça imite? C'est quoi le concept derrière ça? Première des choses, en lisant sur le site des flashers Hotspot, qui est les flashers que j'utilise en majorité, c'est pas fait pour imiter un banc d'éperlans comme plusieurs peuvent penser, mais plutôt pour imiter un poisson prédateur quand ça donne un coup de queue pour aller se nourrir. C'est un peu ça que ça imite. Fait que si tu, exemple, pêches avec un flasher de 11 pouces, qui est plus utilisé au lac Ontario dans des gros saumons, je dis pas que ça fonctionne pas. Je connais des gens qui pêchent avec ça sur des lacs comme ici, et ça marche. Mais personnellement, je suis un poisson, là, puis un poisson, je pèse 3 fois mon poids, là, avec les coups de queue que je sens vibrer au loin. Je vais sûrement le laisser manger tout seul. Je n'irai pas essayer de manger son lunch. Fait que tu essaies tout le temps de match de hack, comme on appelle. Si tu pèses sur du poisson d'une certaine taille, ils ont 3 tailles. Il y a le mini, qui est un, si je ne me trompe pas, un 5 pouces. Tu as un 8 pouces que j'utilise au Memphremagog. Puis après ça, tu as le 11 pouces, qui est comme le Hotspot original, qui est fait pour lac Ontario, BC, les gens qui pêchent les gros plans d'eau avec des gros saumons. Après ça, pour ce qui est du leader en arrière, ça dépend beaucoup de l'agressivité du poisson. Le matin, les poissons agressifs, c'est celui que tu vises. Que tu te mettes 20 pouces de leader en arrière, 30 pouces, 15 pouces, quand le fiche est à rendre, il va cogner dessus. Fait que tu commences, moi je commence tout le temps plus proche. Je vais aller à un 16 à 20 pouces. À un moment donné, tu te rends compte que tu passes sur du poisson, il lève, ça change. Tu peux te rallonger, tu vas voir des différences. Tu peux t'éloigner. C'est beaucoup d'ajustements, comme je disais tantôt. Mais le flasher, c'est ça le secret. C'est rends pas tes flashers toute la journée pareil. Ou en tout cas, si tu le fais, si tu sais ce que tu fais, c'est correct. Il y a des journées que je ne les change pas, mais parce que ça marche. Si ça ne marche pas, puis le poisson il mange, quand tu vois les mouettes plonger, là, ils sont en train de manger. Si tu ne pognes rien, ajuste quoi. Pour les flashers, les deux, tu as la profondeur, la distance. Encore là, plus tu te rapproches du bateau, plus tu vas prendre du poisson agressif. Et que souvent, c'est ce que je vise, un peu comme quand je pêche le chigan. Je vais arriver dans un secteur, en premier, ça va être spinnerbait, jerk. Les termes anglais, spinnerbait, jerkbait, popper, tout stock plus
agressif, que tu vas prendre du poisson qui est en chasse. D'un coup, tu as fait le ménage avec tes leurres plus agressifs. Là, tu vas aller, c'est pour ça qu'avec les pêcheurs de Chigan, on a 12 cannes dans le bateau. Là. Parce que, tu sais, sur un secteur, en 20 minutes, on va prendre 6 techniques, tu seras tout le temps en train de faire des leux. Puis, écoute, à la fin de la journée, tu manquerais de fil dans ton moulinet, là, force de couper. Là. Parlant de fil, les gens qui veulent commencer ce type de pêche-là avec les flashers, qu'est-ce que tu recommandes? Je pense que c'est un élément important. Bien, important, oui, pour une raison, c'est qu'un flasher, ça vire beaucoup. Et pas juste le fil. Les swivels qui en avant, qui viennent avec le flasher, en fait, là, des fois, tout dépendant, je ne sais pas s'ils ont resté plus longtemps dans l'entrepôt ou quoi, mais des fois, ils ne fonctionnent pas bien. Ça twist énormément le fil. Ça tourne, tu sais, par exemple, en 2.5 000 à l'heure, 2.7, et ton flasher va faire 70-80 tours d'une minute. Là. Mais là, à 60, là, un tour à seconde. Fait que tu pêches 5 minutes comme ça, si tes swivels ne marchent pas comme il faut, ne serait-ce que de la moitié. Écoute, après 5 minutes, tu as fait 230 tours, là, tu sais, je veux dire, j'ai déjà perdu des leurres, des flashers que tu sais pas parce que t'es pincé sur ton downrigger, puis 20 minutes que tu pêches, 20 minutes tu lèves ça, t'as plus rien. Fait que j'ai monté tranquillement jusqu'à me rendre à du 20 livres test. J'ai jamais cassé, avec des bons swivels aussi. Parfois, quand ça arrive que tes swivels sont rendus maganés, ou pour X raisons fonctionnent moins bien, ton fil est twist, mais j'ai jamais cassé avec du 20 livres personnellement. Puis, quand je dis personnellement, je pêche quand même 5 jours semaine. Souvent, je change mes nœuds. Quelqu'un qui refait ses nœuds chaque matin, là, vous perdez votre temps. Un nœud, quand tu tires dessus, j'ai encore les mêmes nœuds que j'ai faits au mois de septembre l'année passée. Je les ai pris dans le garage. Bon, ça c'est bon, on touche pas à ça. Avec le fil, quand il est pas au soleil, en train de se faire cuire, normalement, là, du mono, très important, monofilament. Ben, très important, écoute, je pense que quelqu'un qui pêcherait avec du fluorocarbone aurait du succès aussi. Plus cher pour rien, tant qu'à moi, parce que pour le flasher, ce qui se passe entre ta ligne et le flasher, premièrement, t'as plus de stretch avec un mono. T'as moins de mémoire aussi. T'sais, ton fil, s'il twist, ton fluorocarbone, il y a bien des chances qu'il si tu le détwistes, il reste fatigant. T'sais. Mais mono, fluoro, écoute, à la discrétion. Moi, je conseille mono parce que je le fais, ça fonctionne, c'est plus économique. Puis, comme je dis, de ce qui se passe à l'eau flasher, en avant de ton flasher, tu as des anneaux de métal, tu as plein d'affaires qui sont absolument beaucoup plus voyants qu'un fil. Là. Fait que, je ne m'inquiète pas pour la visibilité du fil. Ce que je mets en arrière, par contre, je vais avec un fluorocarbone, qui, selon moi, encore, je pourrais y aller avec du mono aussi. Ça va tellement vite. Là, poisson qui mord là-dessus, je pense pas qu'il s'arrête à ton fil. Là. Mais écoute, question d'habitude. Mono en avant, flasher, leader à l'arrière, fluorocarbone, suivre la tendance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous connaissez avec nous, spécialistes. Oh, il va en avoir plusieurs. Hein? Fait que je vais m'approcher. Je vais répéter votre question, que tout le monde entende. Ouais, c'est le Wallanish se tient en bas. Monsieur aimerait savoir ici si la Wallanish se tient en bas. J'ai ma petite idée là-dessus, puis on va laisser notre guide répondre à ça. Oui, absolument. Mais comme je disais tantôt, exemple, quand tu vois des mouettes manger, des goélands qui se nourrissent, ils vont chasser en banc. C'est pour ça qu'un coup qu'ils ont arrêté de chasser, tu les trouves plus. J'ai l'impression que c'est des fantômes. Ils se dispersent. Je ne dis pas qu'ils vont à 1 kilomètre, mais ils se lâchent. Puis c'est des petites périodes. Oui, ils vont être en vague de poissons. Parfois, ils vont être beaucoup plus concentrés. Des fois, ils vont se dégager. Là, encore là, c'est de lire un peu l'humeur du poisson, voir ce qui se passe. Mais oui, normalement, quand tu es sur un banc de Wallanish, moi, je peux virer d'un rond grand comme la salle. Ça confirme. En réalité, j'ai l'impression que quand ils chassent, ils se regroupent, ils sont plus efficaces comme ça. Peut-être qu'une fois qu'ils ont lunché, ils se dispersent. Moi, en tout cas, par expérience, souvent, quand on en prend une à un endroit, ça vaut la peine de retravailler le secteur. Là. Surtout ceux qui font de la pêche printanière, des fois, là, puis ils en frappent une belle, continuent leur chemin. Tu viens de frapper un beau poisson, là, ça ne te tente pas de retravailler le secteur un peu? Exact. Puis je sais pas si c'est tant parce que, je suis pas un poisson, là, mais je sais pas si c'est tant parce que c'est une stratégie d'y aller en groupe ou c'est parce que il y a de l'action, justement, il y a un bain d'éperlins qui passe, ils sont juste tous sur le même minding que on mange, puis là, ça donne qu'ils rentrent tous ensemble.
s'il se tiendrait tant en bain que ça, selon ce que je pense, il resterait en bain aussi. Il y a deux écoles de pensée. Il reste en bain, mais beaucoup plus dispersé. Et ton bain, la deuxième fois que tu vois de l'action dans le même secteur, souvent ton bain est rétréci. Première des choses, des pêcheurs qui en ont pris. Mais aussi, moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a qui sacent le camp. Parce que justement, même s'ils sont 20 Wananish à manger, s'il y en a 5 qui ont le ventre plein, ils ne vont pas suivre la gang pour le fun. Ils changent de place. Puis... J'imagine aussi que ça dépend de ce qu'on entend par banc. On parle-tu d'un banc de 5-6 poissons ou un banc de 30 poissons? C'est deux choses complètement différentes. Il y avait une question à ce point-ci? Considérant qu'on est au début de saison, que l'eau est froide, des facteurs tels que le lever du soleil, le coucher du soleil, le vent, est-ce que c'est des facteurs à considérer au niveau de positionnement de pêche? As-tu entendu, Nick? Je vais le répéter pour les gens. En début de saison, comme ça, quand l'eau est très très froide, des facteurs comme pêcher en tout début de journée, pêcher en fin de journée ou l'influence du vent. As-tu l'impression que ce genre de variables-là sont importantes pour la Wananish? Officiellement, j'ai pas l'habitude de pêcher la Wananish au mois de mai. Mais c'est clair que la première des choses, pourquoi je la pêche pas là, c'est qu'elle est moins active. Là, elle est encore moins active que si l'eau serait à 47, 48, 50. Même qu'on a trouvé de l'eau plus chaude dans la rivière Sauvage, c'est là qu'on a mis nos efforts, toujours sans trouver vraiment de banc d'éperlant, que c'est ça qu'on parlait tantôt. C'est toi qui avais posé une question, je pense, si on avait vu beaucoup de bancs d'éperlant. Je sais pas qui, ouais. La réponse était non, pas vraiment, un petit peu, des micro-bancs. Moi, mon opinion, c'est que la fraie n'est pas commencée. Elle est commencée par secteur, les secteurs plus chauds du lac. Ici, l'eau est un petit peu plus chaude, à la sortie de la rivière Sauvage. Fait que oui, il y a vraiment des éperlants. C'est un lac, ça ne fraye pas tout en même temps. Là. Le câble, si on veut, pour que qu'ils se décident à aller effrayer, c'est le réchauffement de l'eau. Et au centre, l'eau est à 39 encore, comme l'hiver en dessous de la glace. Fait que, la fonte des glaces, c'est le premier signal pour eux que la fraie s'en vient. Mais après ça, ça prend le réchauffement de l'eau qui va se produire dans les prochains jours. Mais tant qu'on n'est pas là, moi je pense pas qu'il va y avoir une concentration des perlins qui vont monter les rivières. J'ai déjà vu ça au même Frémagog l'année passée, c'est le meilleur exemple. On voyait pas beaucoup de bancs de bait, ça s'est réchauffé très 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 tranquillement. Fait que ça y allait vraiment par shot. Par exemple, t'as 1 kilomètre du lac qui se réchauffe, bon, les autres commencent à l'effrayer. Le lendemain, c'est l'autre kilomètre. Tandis que tu as des années qui fait 25 avec des gros vents pendant 3 jours, l'eau se mêle partout, l'eau vient chaude, tu as un géant plateau qui vont frayer. Quand ça ressort de là, ça sort en batch. Tandis que l'année passée, c'était vraiment des petites batches comme on voyait justement à la rivière Sauvage. Ça va-tu faire ça cette année? Moi, je pense que si la météo continue à y aller bien tranquillement comme ça, oui, ça va faire ça. Parce qu'ils n'ont pas comme de signal de la nature de tout aller frayer quand l'eau est encore froide. Ils sont comme encore en mode hiver, ils ne comprennent pas trop pourquoi que la glace est partie et qu'il fait encore frais. C'est ce que je pense. Merci. J'ai jasé beaucoup de ce genre de questions-là aussi avec un ancien guide du lac Ontario qui pêche aussi la Wananish beaucoup le printemps. Il est venu ici une année ou deux, puis il en avait pris quelques-unes dans sa semaine. Puis lui, il croit dur comme fer que très très tôt le matin, ça a une petite coche de plus pour la pêche printanière. Il y a quand même des beaux succès. Puis, ça pourrait s'expliquer, mais on m'avait déjà dit que les éperlans, ils sortent des ruisseaux davantage en début et en fin de journée. Fait que si tu es là très très tôt le matin, les Wananish doivent faire de même, mais ils doivent être près de l'embouchure du ruisseau pour manger. Puis l'histoire du vent, moi je surveille beaucoup ça dans des conditions comme on a en ce moment, que l'eau est froide un peu partout, mais l'eau qui sort de la rivière Sauvage, elle est chaude. La journée qu'on a pris nos 2 Wananish, il y avait une légère brise qui s'en venait vers ici. Fait que l'eau chaude, quand elle sortait de la Sauvage, allongeait le rivage en s'en venant vers ici. Il y a une de mes 2 Wananish que j'ai pris là. Fait que dans ce sens-là, oui, je regarde le vent, mais quant à dire, à savoir si c'est meilleur quand c'est pas venteux ou venteux par rapport à la vague puis tout ça, je serais bien embêté de répondre à ça. As-tu une opinion là-dessus? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que le vent peut avoir un léger impact dépendant d'où il vient. J'ai remarqué quelques fois. Mais je pense surtout que le problème avec le vent, c'est le contrôle sur l'embarcation. Quand tu pêches à la traîne, la stabilité de l'embarcation est ultra importante. Parce que, un flasher, là, exemple,
Meilleur exemple, hier matin, je guidais sur un magog pour la grise, qu'on pêche à vitesse quand même assez basse en début de saison, avec des chapelets qui sont une autre sorte de tracteur. Et tu sais, quand ton bateau il est d'une vague, il arrête une seconde, il repart 2 secondes, il arrête une seconde. Et tu sais, à tout bout de champ qu'il y a un poisson qui vient voir tes leurres, il voit des flashs 2 secondes, l'autre seconde après, il voit des tôles pas bouger. Tu sais, tes présentations sont vraiment pas là. Fait que c'est un peu la même chose pour un flasher. Un petit peu moins d'impact selon moi, mais le vent a surtout un impact sur tes présentations. Pas plus, mais il peut avoir aussi, il y a un impact aussi sur l'humeur des poissons, mais aussi beaucoup sur le contrôle de l'embarcation, ce qui est super important quand tu pêches à la traîne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur? L'impact avec le fil dressé, c'est pas possible dans ce À Saint-Cyr-d'Allée, vous voulez dire? Ouais, mais nord, Wananick, au Don-Régal, vous appelez là. OK. Moi, je vais poser la question à Nicolas après. Monsieur demande le type de fil, exemple des fils tressés. Là, on peut-tu pêcher avec ça à ce temps-ci? Si vous n'utilisez pas de downrigger, c'est sûr que oui, là, j'en ai pris à plusieurs reprises. Avec les downrigger, moi je préfère pêcher avec du monofilament, en l'occurrence le Trilene Big Game qui est utilisé par plein de guides qui font du downrigger. Toi, tressé, quand on pêche au downrigger, t'en penses quoi? Jamais je vais mettre du tressé au downrigger pour la... Tu peux le faire, tu sais, ça ne va pas nuire à ton succès, à la réponse des poissons. Mais tout dépend de l'espèce que tu pêches, tu as beaucoup moins de stretch, comme d'étirement. Beaucoup moins d'étirement sur ta ligne. Et tu sais, quand ton poisson il mord à la ligne, il ne faut pas t'oublier que pendant le temps, tu sais, comme la grise, c'est pas un poisson qui va kicker comme une arc-en-ciel ou une niche que dans l'espace d'une seconde et décrocher de la pince. Là. Et tant qu'il est là, si tu es sur un fil tressé, tu n'as absolument aucun... Il n'y a rien qui aide ton poisson à ne pas se décrocher. Tu es attaché sur un plomb de 10 livres, straight avec un fil tressé qui a 0 étirement. Le mono va aider là, pendant le temps de réaction que tu as avant de sortir tes poissons de sur la pince, ils sont pas assez gros pour le déclencher eux-mêmes. Puis l'autre raison, c'est que ça sort ultra facilement du tressé. Fait que des fois, il y a une vague un peu trop forte, ça sort tout seul. Mais la majeure raison, c'est que le Big Game, je le pêchais même avant d'être avec Berkeley. C'est un fil qui est ultra résistant, économique, ça coûte pas cher. Ce fil-là, tu as une bobine de c'est 1500 verges, les bobines. Ça coûte, je pense, 15,99, 12,99. Je me souviens pas, mais c'est en bas de 20$. Tu fais la saison avec ça, si c'est pas 2, là, dépendant de ce que tu en fais comme utilisation, combien de fois que tu te mêles dans ton moteur ou whatever. Mais le fil en tant que tel, il est super résistant. Tu as une flottabilité aussi. Quand je pêche à la surface, pour mes mouches, beaucoup de gens vont dire « Ah, ça te prend un leader de fluorocarbone. » Moi, je touche jamais à ça parce que je veux que ma mouche essaye le plus haut possible. Et le peu de calabilité, je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais que le leader fluorocarbone peut te donner, moi, je pense que ça peut nuire dans certaines situations. T'aider dans d'autres, mais le pourcentage est plus haut pour t'aider, selon moi. Ah, OK. D'autres questions encore? On s'instruit ce soir, c'est le fun. Ah, OK. Oh, ça, c'est très intéressant. Puis tu vas nous faire un petit résumé en été. Je comprends que tu le fais moins au printemps. En été, quand tu décides que tu vas jiguer la Wananiche, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Je la jigue pas en tant que telle, étant donné que quand elle sort des plateaux en juin, fin juin, quand que le pic est fini, je vais retomber à faire de la grise à traîne avec la Wananiche au travers, étant donné que j'ai encore la mentalité que la Wananiche c'est un poisson qui court après le poisson à pas. Mais j'ai des collègues guides, Sébastien ici qui est en arrière, qui la jigue beaucoup, Hugues Sébir, c'est des bons jigueux. Ils savent comment, probablement plus que moi, parce que j'en fais pas beaucoup, mais c'est à partir de ce temps-là que je crois que les poissons, quand je disais tantôt que les Wananiche n'avaient pas tant de structure, c'est à partir de ce temps-là que c'est les seules fois que je peux dire qu'ils commencent à se coller des structures. Puis la raison, c'est qu'un, il y a de la bouffe là aussi, puis que deux, ils sentent plus le besoin de manger en folle, parce que là, ils en ont de la bouffe, là, puis l'éperlin est descendu aussi. Fait que oui, ils vont se coller dans des drops, comme on dit, là, plus propices à se faire jiguer. Parce que quand tu veux jiguer, il faut que ton poisson soit quand même stable. Tu sais, je veux dire, moi, je ne pêcherais pas un poisson en suspension dans 300 pieds d'eau. Il faut que tu aies une place que tu sais qu'ils vont passer là constamment, où tu as une certaine persistance ou une constance de poisson qui vient. Fait que oui, ça se jigue au sonore comme
comme peu importe, tu peux pêcher n'importe quoi au sonar, comme la grise, mais c'est différent. C'est de suivre encore une fois l'humeur du poisson. Ça monte comme une balle, première des choses. Fait que c'est allumé sur la lecture de ton sonore. Ce que le Panoptix va aider beaucoup de gens qui passent moins de temps sur l'eau, c'est exactement comme une télé. Là. Fait que tu as moins besoin de comprendre le sonore en mode régulier, 2D, puis là, la dureté du signal. Un sonore, c'est fait en rond. Tu sais où, tu sais à quelle profondeur, mais tu sais pas où. Tandis qu'au Panoptix, tu sais vraiment d'où qu'elle vient. On a pêché sur le Mainframe Magog l'année passée. Et puis, j'ai pris une belle arc-en-ciel. Je voyais, on avait vraiment la moitié de l'écran qui était sur le 2D, sonore traditionnel. Puis le côté droit de l'écran était sur le Panoptix. Que je vois un signal, 10 pieds en profondeur. Là, j'ai dit, il y a un poisson de en dessous, mais sur le Panoptix, il n'est pas là, il est à 30 pieds à gauche du bateau. Je pogne ma ligne, puis je casse à l'œil 30 pieds, là, je tourne à peu près dans ces eaux-là, 25 à 35 pieds, je tombe proche d'elle. Fait que là, je tombe direct sur sa tête, puis là, je la vois, oh, là, s'en vient, puis là, je commence à la giguer de côté, tu sais. C'est une arc-en-ciel de 5-6 livres, un beau morceau, là. Et c'est de quoi que j'aurais pas pu faire, j'aurais pêché au sonore traditionnel, j'aurais descendu ma ligne, elle veut pas. Ah, c'est vraiment... je veux pas caler les autres compagnies, mais s'ils suivent pas cette technologie-là, Garmin va faire... Parce que c'est comme quand on a passé du sonore au graphe en papier à ce qu'on a. C'est vraiment la même coche. Surtout pour les gens qui pêchent pas souvent, parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime moins jiguer, c'est que tu essaies d'expliquer souvent le sonore, puis là, c'est quand même dur à comprendre. Tu as 4 personnes qui essaient de suivre leur jig, tu as 5-6 lignes qui se promènent au travers de ça, tu as des poissons. Tandis qu'au Panoptix, lui qui jig à gauche, il y a son petit point qui scintille, tu as ton bateau en haut de l'écran, tu as ton petit point qui scintille à gauche, tu jig, tu vois ton point monter, tu sais que c'est ton jig. L'autre à droite, tu as une échelle de côté aussi, tu es à 5 pieds à droite du bateau, tu vois que c'est toi. Tu sors du fil, ton jig descend. Et je peux pas dire que ça peut pas être plus simple, en fait, de comprendre ce qui se passe autour de l'eau. C'est comme ce que je m'avais dit à Adam, j'ai dit, on dirait qu'on est assis dans un sofa, dans le fond de l'eau, puis qu'on regarde la game. C'est ça qui se passe. On joue à un jeu vidéo, on attrape des vrais poissons. Bon, j'imagine que tout ce monde-là, ils vont aller se coucher aussi, parce qu'on se lève de bonne heure demain. Merci beaucoup de votre présence, tout le monde. Vraiment. On vous souhaite bonne chance pour le tournoi de demain, puis un gros merci. C'est très apprécié qu'ils soient venus nous voir. On va être encore ici demain matin. Si vous avez le goût de jaser de pêche, on est là pour ça.